Mon arrivée en France, c'était un nouveau chapitre de ma lettre, même je dirais, parce que je me suis rendu compte en fait que j'étais mal. À quel point j'étais mal et à quel point j'étais habitué à être mal. C'est ma psychologue qui avait ce mot-là, parce que à chaque fois que je la voyais, après je partais faire ma séance de muscu justement. Mais elle m'a dit par contre, en fait, construire du muscle, c'est pas guérir ses traumas quoi. Bienvenue dans Queer Grounds, présenté par Jody et Tess. Toi, t'as pas mal été proche d'une asso qui mérite qu'on en parle plus, c'est le refuge. Ouais, complètement, ouais. Du coup, c'est à la Fondation du Refuge. C'est une asso assez sympa, très cool, qui accompagne des personnes LGBT, jeunes, donc qui ont entre 18 et 25 ans, en fait, qui ont vécu des persécutions et surtout de la part de leur famille. Et cet asso leur permet du coup d'avoir un hébergement, d'avoir un soutien émotionnel, d'avoir un accès à la santé mentale avec des psychologues, des cours de yoga. Entre autres, j'avais fait un cours de yoga avec eux, c'était assez sympa. Au-delà de ça, en fait, dépasser un peu ce traumatisme-là pour simplement s'épanouir dans sa vie, qu'elle soit professionnelle, personnelle, etc. Donc cette asso, elle est partout en France, très présente à Paris, Montpellier, Toulouse, Strasbourg et deux, trois autres villes. Donc voilà, ça permet globalement d'être en sécurité quand on a perdu la base qui est la famille. Et pour revenir à ce qui a été dit avant, pour faire un peu le parallèle, pour moi, en fait, le sexe, c'était un peu ça. C'était vraiment aller au ciel, le sexe avec les hommes. Dès que j'avais 13 ans, c'était avec un ami. C'était un ami très proche, a priori. Et en parallèle, j'avais ma copine. Et ça a été ça toute mon adolescence. Donc j'avais ma copine, et puis j'avais mes amis. Enfin, pas mes amis, mais en tout cas, j'avais des plans cul, j'avais des mecs que je voyais. Et franchement, ça a duré longtemps, cette culpabilité. Je pense qu'il peut être catholique, mais aussi musulmane ou athée ou peut-être hindou. En tout cas, c'est une belle culpabilité. Et ça a été souvent, ouais, quand plus je montais haut et plus après je descendais bas. Et ça a pris du temps pour accepter tout ça. En tout cas, ouais, je dirais que ce soit avec le refuge, que ce soit seul, que ce soit avec un praticien, que ce soit avec des amis de confiance. Parler, ça fait du bien. Parler, c'est reprendre du pouvoir. En fait, à la limite, la thérapie, ça sert à ça globalement. Ça sert juste à parler, évacuer, que ce soit corporel, que ce soit par la parole, comme la psychanalyse, la psychologie, l'hypnothérapie, tout ça. Ça sert vraiment à extraire ce qui est profondément refoulé et qui fait du mal. Il faut savoir que les êtres humains, nous en tout cas, quand on expérimente des choses traumatisantes, un traumatisme, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être un événement choquant. Par exemple, je sais pas moi, un accident de voiture, un truc comme ça. Par exemple, ton père qui te surprend en train de regarder du porno et qui te file de bave. Ou ça peut être vraiment un cumul de petites choses, comme des remarques, du harcèlement. Ça peut être des choses en fait qui vont construire à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'on va faire, nous, plutôt nous-mêmes, on va réagir avec une défense. Parce que le but de l'être humain, du cerveau, c'est de continuer à exister. Notre cerveau, c'est ça vraiment sa mission, exister, être en sécurité. Et en fait, pour éviter de se sentir trop en danger, surtout quand il n'a pas de contrôle sur le danger, il va s'adapter. Donc, par exemple, il peut oublier, il peut refouler. Et le souci avec ça, c'est quand on refoule quelque chose, il ressort. Il ressort très fortement tous les jours dans notre vie. Donc ça peut être par exemple de l'insomnie, ça peut être de l'anxiété, ça peut être un rapport particulier aux autres. Et parler, ça permet en fait d'aller au-delà de ça. Travailler sur soi, ça permet de conscientiser. Conscientiser dans le sens, c'est de se rendre compte des choses. Et simplement comme ça permet d'éviter en fait de refaire des mauvais choix. Mauvais, pas dans le sens du jugement, mais dans le sens plutôt de est-ce que je me fais du bien ou est-ce que je me détruis? Ça résume ça. Se détruire, ça peut être dans plein de sens. Genre par exemple, boire un coup, ça peut être sympa. Par contre, boire tous les jours et être alcoolique, c'est pathologique. Donc parler, ça permet en fait juste d'aller mieux. Et est-ce que vous pensez que l'ère technologique dans laquelle on vit contribue à la dissociation avec le corps ou en tout cas à un vrai pouvoir de nuire sur notre santé physique? Personnellement, je pense que oui. Vraiment, clairement, oui, un grand oui, complètement oui. Dans le sens où c'est pas la technologie en elle-même, c'est plutôt comment on l'utilise. Déjà, moi je le constate dans mon spa, les personnes qui travaillent dans des bureaux, rien que ça, donc c'est des générations quand même qui datent avant. En
En fait, elles ont un corps, mais complètement, j'allais dire niqué, mais bon, c'est pas le bon mot, complètement cabossé, en fait, complètement bousillé. Rien que du fait, notre corps, il est fait pour bouger, pour être mobile. Et en fait, le fait d'être immobilisé par la technologie, que ce soit sur un ordinateur, que ce soit sur un téléphone, ça le bousille complètement. Et il y a aussi un autre aspect, c'est en fait le téléphone, quand on le tient, quand on regarde dedans, on est en complète dissociation. Quand on est en train de scroller sur Instagram, TikTok et tout, on se dissocie. Ça veut dire quoi se dissocier? Ça veut dire, et je pense que toutes les personnes qui ont eu cette expérience-là, ils s'en rendent compte. En fait, on sent plus son corps en général. Peut-être à un moment donné, on va sentir sa main, mais on est à l'intérieur, voilà, on regarde, on regarde. Et bah déjà, la posture, elle est pas bonne. Pour les yeux, c'est pas bien. Enfin, ça, c'est des faits scientifiques. Et pour moi, c'est mon observation. Il y a ce côté-là, simplement, en fait, de perdre la notion du corps, qui est très importante. En arabe, on a un proverbe qui dit Al-aql salim fil jism salim. Ça veut dire le cerveau sain, il est dans un corps sain. Et voilà, je pense que les technologies, peut-être on n'a pas assez de recul dessus, mais moi j'ai l'impression que ça apporte pas forcément un bien-être corporel ou mental ou émotionnel tout le temps, ou comme il le faudrait en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Et je pense qu'au-delà, justement, des troubles psychosomatiques qu'on peut avoir en regardant des écrans, comme disait Elias, etc., il y a aussi, moi, je pense que le... on se met en dissociation pour se protéger. Notamment, en fait, notre système nerveux, il n'est pas fait pour avoir de l'information en continu et nous montrer des vidéos enfin, recevoir correctement des vidéos de massacres, par exemple. Euh, et ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'informer et qu'il ne faut pas justement lutter, mais quand on regarde au niveau des luttes sociales, moi je crois vraiment que le fait d'avoir de l'information en continu, que ce soit sur les LGBTI-phobies, que ce soit sur des génocides en cours par exemple, ou sur les guerres, ça nous draine tellement qu'après on n'est plus du tout en capacité d'agir. Cette ère technologique, cette ère des réseaux sociaux, etc., moi je pense ce que ça fait à notre corps, c'est de saturer constamment notre système nerveux et de signaux qui en fait appellent toujours à une forme de réaction. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on est aujourd'hui capable de scroller au-delà de vidéos hyper choquantes, hyper traumatisantes qu'on voit en live. Évidemment, bien plus traumatisantes pour les populations qui le vivent, mais genre, juste recevoir ces images, c'est hyper, hyper, hyper intense. Et je pense que aujourd'hui, on a du mal à faire justement cette distinction entre juste s'informer et rentrer constamment dans cet état de dissociation qui nous dissocie à la fois de notre corps-esprit, en fait, entre guillemets, en un mot. C'est de savoir comment on reçoit cette information, comment on la métabolise dans notre corps et comment ensuite elle peut servir à des luttes sociales, communautaires, etc. Mine de rien, nos cerveaux sont pas faits pour ça, quoi. Que ce soit musculo-squelettiquement, dans l'esprit ou même au niveau du système nerveux qui arrive plus à réagir correctement à, entre guillemets, des vraies menaces ou des moments où on a besoin de s'organiser et peut-être de prendre un peu de recul, quoi. Ouais, tout à l'heure, t'as parlé de package social que te vendent les réseaux par rapport au yoga, truc de meuf blanche en Lululemon. J'avais vu comme ça sur les réseaux une vidéo circuler qui disait en mode à la base, le yoga, c'est un truc passif que t'es censé pouvoir faire en pyjama dans ta chambre et c'est devenu un truc archi performatif et capitaliste. Et c'est vrai que je pense que les réseaux, ils sont très forts pour capitaliser justement sur des packages sociaux de « Ah, tu veux correspondre à cette image-là ». Enfin, les codes de ta communauté, c'est ça. Et si tu veux les respecter, il faut derrière acheter ces choses-là. Et du coup, ça devient archi performatif et plus du tout dans le vrai ressenti. C'est un truc pas très nouveau, ce que vous avez dit sur les réseaux. Je suis un peu plus vieux, je pense. C'est un truc qu'il y avait déjà à la télé avant. Tu vois, les vidéos de massacre, moi j'ai bouffé devant le 20h de TF1 toute ma jeunesse. Les vidéos de massacre, je les ai eues toute ma jeunesse, hein. Tu vois, la guerre en Syrie, tout ça, enfin, je l'ai eu il y a bien, bien, bien longtemps. Et pareil pour tout ce qui est gym, etc. Ça a toujours été des meufs blanches à la télé, tu vois. C'est le même... ça n'a pas beaucoup changé, quoi. C'était pendant le 20h, quoi, que toi,
t'es confronté à ces images. Donc évidemment, c'est toujours hyper choquant. Mais nous, c'est vraiment matin, midi, Oui, soir, en continu. c'est Tu regardes des H24, reels aux toilettes, des trucs comme ça. Et en fait, ton cerveau, il sait même plus quoi faire de toutes ces informations, quoi. Oui, ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, si je suis d'accord. Et en plus de ça, faut se dire, dans les nouvelles technologies, t'as parlé d'algorithme. En fait, l'algorithme, il est pas là pour faire du bien à qui que ce soit. L'algorithme, il est là juste pour t'accrocher et pour que tu restes le plus longtemps. Et l'algorithme, il est basé sur, en fait, le fait d'exploiter les biais cognitifs. C'est-à-dire, le plaisir, c'est-à-dire des biais cognitifs où tu vas t'oublier, en fait, des choses que tu contrôles pas. La finalité, c'est simplement de gagner de l'argent. Ouais, la consommation de contenu. Je trouve qu'on parle souvent de faire attention à ce qu'on consomme en tant que boisson ou au régime alimentaire. Tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on écoute aussi comme musique, ça impacte directement le bien-être, même si on le voit pas concrètement là comme ça, quoi. C'est vrai, Gaël, t'as mentionné le validisme. Récemment, t'as eu une petite opération, t'as fait une petite chute. Est-ce que le fait de... Si tu veux en parler, hein, si tu veux pas en parler, c'est ok. Est-ce que du coup, ça a impacté ton rapport au corps et à la manière dont tu le conscientises, dont tu le gères, dont tu le vis, enfin la manière dont tu vis dans ton corps? Ouais, c'est sûr. Enfin, ça me fait sourire parce que c'est un peu une blague chez les militants anti-validisme que, en fait, les personnes valides, elles ont un accident et d'un coup, elles doivent se déplacer en béquille et puis elles découvrent que Paris est inaccessible et c'est hyper ridicule parce que c'est une sorte de... En fait, c'est un moment où tu prends conscience de ton privilège en tant que personne valide qui peut se déplacer partout. Tu te rends compte de à quel point tout est absurde. Enfin, moi, j'ai fait l'expérience, par exemple, d'aller en soirée queer, en déambulateur. Personne te regarde. Mais vraiment, personne te regarde. Enfin, c'est un rapport... moi, c'est ça qui... C'est pas ça m'amuse, mais en tout cas, dans les communautés queer, il y a un peu ce truc, en tout cas, de gauche, assez radical et tout. T'as l'impression que t'es dans un monde parallèle où tout va bien, il n'y a pas d'oppression et tout. Pas du tout. Franchement, pas du tout. Ouais, juste, t'es pas considéré de la même manière quand t'es identifié comme une personne handicapée, que ce soit physique ou mentale ou quoi que ce soit, en fait, ou une personne atypique, neuroatypique, etc. T'es pas considéré de la même manière, t'as pas accès aux espaces de la même manière. Il y a tout un tas d'espaces, de soirées notamment, parce que quand même la culture de la fête peut être parfois très très centrale dans les communautés queer, dans l'acceptation de soi, dans le fait de trouver des amis. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé à un moment, et en fait, quand tu te rends compte de la difficulté que ça peut être rien que l'accès aux choses ou le coût que ça a. Moi, je me souviens que je voulais continuer à sortir parce que c'était comme ça que je voyais mes potes et tout, mais en fait, à chaque fois, c'était tu payes un taxi, faut que tu aies un pote qui t'aide à porter le déambulateur, etc. Encore une fois, je suis totalement dans le stéréotype de la personne valide qui a un accident et qui se rend compte de tous les enjeux du validisme. Du coup, si c'est pas très clair aussi, le validisme, déjà, le handicap est en partie une construction sociale qui distingue les valides des non-valides. Je me souviendrai toujours d'un exemple qui avait été donné par une militante anti-validiste, je sais plus qui c'était, qui commence souvent ses interventions en demandant à une salle, OK, ici, qui se considère comme handicapé, personne lève la main. Et en fait, la personne dit, regarde, toi, t'as des lunettes, par exemple. Mais en fait, sans tes lunettes, tu peux pas conduire, tu peux pas te déplacer, tu peux rien faire. Mais en fait, c'est que la société s'est organisée pour que les personnes qui ont une forme de malvoyance, quelle qu'elle soit, puissent évoluer dans la société en remboursant notamment tout ce qui est lentilles, lunettes, etc. En fait, c'est pas le fait d'être en fauteuil qui est un problème pour moi, c'est le fait que tout le système n'est pas fait pour qu'il y ait des personnes en fauteuil qui existent. Et je veux dire, si imaginons, t'es une personne qui se déplace en fauteuil et t'as un crush sur une personne valide qui est au premier étage sans ascenseur, ou au 5e, je sais pas, mais d'un coup, t'as plus de plan cul. Changer de crush, quoi. Changer de crush, c'est pas possible. Considérer que la maladie, en fait, c'est aussi le produit d'un système qui a l'habitude de classer et catégoriser et qui crée aussi des normes et des contre-normes, et qu'en fait, souvent, la personne handicapée ou la personne qui est vue comme autre,
c'est un produit de tout ce système. Bon, déjà, moi, ça m'a fait lire énormément de choses sur le validisme, l'antivalidisme et tout. Je trouve que c'est des luttes qui sont assez enthousiasmantes et très, très, très importantes, notamment autour de l'antipsychiatrie, de justement sortir des méthodes de contention, d'autorité qu'on peut avoir dans les soins psy et dont il faut quand même pas mal parler parce que forcément, les personnes queer subissent pas mal d'oppression dans cette société qui n'est pas faite pour les queers, évidemment. Et du coup, peuvent avoir des taux assez hauts, que ce soit de l'addiction, du rapport aussi au personnel médical qui n'est pas formé au sujet queer. Et du coup, qui peuvent se retrouver dans des situations, notamment par exemple dans des hôpitaux psychiatriques où tu vas être traité d'une telle manière que genre c'est pas du tout à viser de soins, c'est à viser de te refaire rentrer dans une case, peut-être te donner même des médicaments qui vont un peu t'endormir parce qu'en fait, du coup, tu seras plus facilement gérable par la société ou plus facilement productif ou en tout cas moins un problème pour la société. Enfin, tout est vu sous cet angle, on va dire, du productivisme. La médecine occidentale, c'est une médecine très, très médicamenteuse. En fait, c'est une médecine où souvent, quand on a un problème au niveau de la santé mentale, surtout, en fait, on va nous rediriger très facilement vers les médicaments. C'est très très facile d'avoir des médicaments en France. Alors qu'en vrai, les médicaments, dans certains cas, c'est important d'en prendre, très clairement. Et dans d'autres cas, en fait, ça peut éliminer des symptômes, mais ça ne va pas agir sur la raison de pourquoi ou sur le vrai problème. Ça va plutôt éliminer des symptômes. Je pense par exemple à des anxiolytiques ou à des choses comme ça qui sont importantes à des moments d'en prendre parce que ça peut permettre justement d'être capable ensuite d'agir sur le vrai problème ou la vraie problématique. Plutôt au-delà de problème, je mettrais plutôt le mot problématique, ouais, parce que problématique c'est quelque chose de complexe dont il faut parler et tout ça et tout ça. Et pour des personnes LGBT, je pense dans la médecine peut-être psychiatrique ou même au niveau de la thérapie, c'est important de prendre en considération et d'être formé ce qu'une personne LGBT, qu'elle soit lesbienne, gay, bi, trans ou autre, peut vivre. Parce que simplement, ça fait partie de son vécu interpersonnel et que ça va mettre les bases en fait pour tout ce qu'il y a après. Et comme on est dans une société, comme tu as dit, avec le validisme, on est dans une société où les minorités sont... Il y en a beaucoup des minorités, il y en a que ça. Mais on va en favoriser certaines et on va rejeter d'autres. Par exemple, je trouve que la minorité des gens dans le monde, il y a une minorité de personnes extra riches. Et pourtant, elles sont super favorisées. Alors qu'à côté, comme tu as dit, en fait, il peut y avoir une minorité, par exemple, de personnes qui vont avoir... qui peuvent être LGBT d'ailleurs. Et en fait, ça sera un peu l'inverse. On va mettre des difficultés. Et je trouve que c'est très important de prendre ça en considération, que ce soit quand on parle de la santé mentale d'une façon générale, parce que ça crée des impacts en fait. Les personnes qui sont en minorité elles vont sociabiliser différemment, voire même plus difficilement. Comme Hobbes aimait bien le dire, c'est en décalage. En fait, il y a des choses pour lesquelles les personnes qui vont être dans la norme, ça va être très facile pour elles en fait. De vivre dans ce système, d'avoir accès à des choses, de trouver de l'information, de surmonter des difficultés. Alors que des minorités, en fait, vont rencontrer des difficultés et ça va les impacter. Ça peut les rendre, par exemple, plus combatifs, ça peut les rendre peut-être plus dépressifs aussi. Mais en tout cas, ça aura un impact dans un sens ou dans un autre complètement sens. Et ça, c'est important de le souligner. Est-ce que ton arrivée en France, pour toi, elle a symbolisé du coup une sorte de début de chapitre par rapport à ton bien-être, vouloir... du coup, tu avais des raisons légitimes de quitter l'Algérie. Est-ce que pour toi, c'était tout un nouveau chapitre d'arriver, vouloir prendre soin de toi, nouveau départ Moi, mon arrivée en France, c'était la fuite. Je savais qu'en Algérie, ça allait pas le faire pour moi. Ou alors, fallait que je me cache, que je me marie, que j'ai peur. Je savais aussi que je pouvais pas avoir une vie épanouie. Dans le sens tel que je l'entends, moi, c'était être dans un couple, construire un couple, avoir des amis avec qui je pouvais m'assumer, ne pas avoir peur dans la rue, faire mes choix de vie tels que je les voulais. Je savais qu'en Algérie, c'était mort. J'avais rencontré, par exemple, des gens qui étaient ensemble depuis 8 ans, 9 ans,
le maximum où la relation pouvait aller, c'était emménager ensemble, et puis ça se cassait parce que il y avait la pression familiale, il y avait la pression de la société, tu peux pas embrasser la personne que tu aimes dans la rue, si tu vas au resto avec elle, voilà, il y a quand même, enfin, on peut pas être intime. Donc moi je suis venu en France pour ça. Mon arrivée en France, c'était un nouveau chapitre de ma lettre, même je dirais, parce que je me suis rendu compte en fait que j'étais mal. À quel point j'étais mal et à quel point j'étais habitué à être mal en Algérie, à me cacher, à mentir, à faire semblant, à être un peu parano dans le sens où avoir peur, à ne pas m'attacher aussi, à m'éloigner des gens, à mettre de la distance pour me protéger entre moi et mes sentiments envers des personnes. En Algérie, pour dire, mon premier copain, en fait, on avait le même âge, c'était super sympa, mais au bout d'un mois, on a arrêté parce qu'il voulait se suicider, quoi. Il dormait plus, il mangeait plus, il croyait qu'il allait aller en enfer, et c'était juste horrible. À partir de là, moi, je me suis dit, bon, je vais pas retenter le coup une deuxième fois. En arrivant en France, en fait, j'ai pris le train, quoi. J'ai pris le train de tout ça, et je me suis rendu compte que j'allais mal sur certains points, qu'il y avait des choses que j'avais besoin d'explorer. Et puis que aussi la communauté que j'ai rencontrée ici en France, elle n'était pas... En fait, elle n'était pas complètement bienveillante, on va dire. Moi, c'est l'expérience que j'ai faite, hein. J'étais jeune, donc j'avais 19 ans. Et j'avais l'impression, en fait, j'ai rencontré des gens sympas. Dès que je suis arrivé en France, j'étais dans une association LGBT qui s'appelle Arc-en-Ciel. J'étais bénévole là-bas. Et j'ai rencontré des gens sympas, des gens bienveillants, mais j'avais l'impression que cette communauté-là dans laquelle je me retrouvais, elle était très particulière. Par exemple, parmi les gays, ben voilà, déjà on trouve des bars gays, mais genre gay hommes, on trouve des bars lesbiens à côté. Enfin, il y a une hiérarchie. Par exemple, les personnes trans, à l'époque, elles n'étaient pas admises en boîte de nuit. Genre, on les laissait pas rentrer juste parce qu'elles étaient trans. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait des addictions, qu'il y avait beaucoup d'addictions même. Et ça m'a pris du temps pour me remettre de ça et faire un constat que pour moi, voilà, quand on est différent et qu'on vient d'un milieu qui nous a rejetés d'une façon ou d'une autre, hein, ça peut être la famille, ça peut être le milieu extérieur, le fait d'avoir, même pendant un moment, pendant l'adolescence, un truc du genre, ça laisse un peu des traces, quoi. Et ces traces-là, c'est bien de les revisiter, de les découvrir, de se les approprier, de remettre les choses à leur place et d'avancer pour s'épanouir. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à la communauté queer du coup? Alors aujourd'hui, j'ai un bon rapport à la communauté queer, j'aime bien. Le côté festif, on va dire, j'ai pris un peu mes distances, en tout cas celui-là de boîte de nuit. Mais par contre, des événements plus larges, en fait plus inclusifs d'ailleurs, comme des cabarets, des soirées drag, ou d'autres événements où il y a par exemple des artistes queer qui vont se présenter, quoi, qui vont commencer à faire des shows, tout queer, quel que soit ce que ça veut dire. En fait, ça j'aime beaucoup maintenant. Pareil, je suis toujours bénévole dans une association, j'aime bien. Je, je me sens plus à l'aise en fait dans une communauté qui est différente dans laquelle j'étais. Donc là, c'est vraiment des personnes de tout horizon. J'ai des amis lesbiennes, j'ai des amis trans. J'interagis avec ces gens-là et j'aime bien en fait. J'aime bien ne pas être enfermé dans une communauté, mais dans un fragment de communauté qui va faire pareil, mépriser les autres parts de la communauté. Ça, j'aime pas par contre. Et t'es déjà retourné en Algérie depuis que tu l'as quitté? Non, toujours pas. C'est quelque chose qui te tente? Ouais, bien sûr, ça me tente. J'ai très envie de retourner en Algérie. Pour l'instant, c'est plutôt un côté administratif qui m'y empêche, parce que j'ai le statut de réfugié. Et en fait, avec le statut de réfugié, je peux pas rentrer en Algérie jusqu'à que j'ai la nationalité française. Et le statut de réfugié, justement, pour moi, il est lié à ma sexualité. Donc, quand je suis arrivé en France, j'étais étudiant de base, et j'étais en licence en ingé, donc complètement rien à voir. Et je me suis rendu compte que je voulais faire autre chose. Et puis au même moment, je confrontais ma famille sur ma sexualité. Et donc je m'étais dit, voilà, il me faut une stabilité quelque part. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ma demande d'asile en France, pour être tranquille, à coup sûr. Et voilà, donc je peux pas encore rentrer en Algérie, mais j'ai très hâte de pouvoir y rentrer. Ça me manque beaucoup. Moi, j'aimerais aborder le sujet des différents corps. Je me suis rendu compte récemment, justement, en scrollant sur mes réseaux, j'ai eu une pub pour de la lingerie. Et la mannequin était plus size. Et c'était la première fois depuis
archi longtemps que j'avais pas vu un corps plus size sur mon feed. Et, euh, et ça m'a fait le plus grand bien. Et en fait, ça m'a fait rendre compte à quel point j'en ai marre de voir genre des corps genre archi minces, énormés et blancs et tout. Et du coup, maintenant, dès que je vois du contenu qui rentre un peu dans ces codes un peu classiques de la beauté, en fait, je passe. J'ai pas envie que mon algorithme le calcule comme quelque chose qui va être mis en avant ou que je vais liker ou commenter. Et du coup, vous, en tant que personne qui travaille dans le bien-être, c'est quoi votre rapport, c'est ça, au corps différent? Parce que c'est quand même un sujet qui est souvent abordé dans la communauté queer parce que nos corps, surtout dans les transidentités, ont tendance justement à être différents, à sortir de ces codes-là. Et du coup, voilà, j'ai pas de questions précises, je veux juste lancer le sujet. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bah ouais, enfin, je suis complètement d'accord avec le constat, évidemment. Particulièrement dans le yoga, enfin, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment un type de personne qu'on voit comme pratiquant le yoga, alors que oui, de base, c'est n'importe qui, n'importe quel corps, etc. Et en plus, enfin, ça a clairement un impact sur nous et sur notre mieux-être et tout, quoi. Dans la pratique, moi, je trouve que c'est hyper important, notamment de sortir des discours un peu essentialisants. Il y a beaucoup de ça dans le New Age et dans le domaine du bien-être, où tu vas parler de féminin sacré, machin, de te connecter à l'énergie de ton utérus et tout. Bon, déjà, moi, j'essaie de sortir de tout vocabulaire genré, quoi. Enfin, je veux dire, cette partie du corps, c'est la poitrine. Ça peut être ça peut être n'importe quoi. On va être en mode, je sais pas, le pubis, des choses qui sont un petit peu universelles, quoi. Et ça, je trouve que c'est très, très important, notamment pour les personnes trans. Mais pendant les cours de yoga, moi, j'ai entendu tellement de dingueries, quoi. Et puis, c'est vachement... Enfin, ok, c'est bientôt l'été, non, 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 on va faire notre summer body ou des trucs comme ça. Et puis, mine de rien, genre, moi, la manière dont je bouge, je sais qu'il y a énormément de biais qui viennent voilà, de ma vie à moi et de comment mon corps est construit. Et typiquement, après mon accident, moi, j'ai trouvé ça assez cool de pouvoir montrer que je pouvais continuer à enseigner, même si je pouvais plus faire tous les mouvements. Euh, Parce que le but en enseignant quelque chose, encore une fois, c'est pas de montrer à quoi ressemble la perfection ou quoi, c'est aussi de dire, genre, en fait, à chaque fois que tu rentres dans cette salle de cours ou quoi que ce soit, va y avoir des choses que moi je sais pas faire et que je vais essayer je peux quand même essayer de t'emmener vers ça. Et en fait, moi, ça m'avait beaucoup marqué quand, pendant ma formation, quelqu'un avait dit non, mais en fait, être prof de yoga, enfin, je veux dire, si tu sais pas faire un équilibre sur les mains, par exemple, tu peux quand même être prof de yoga. Et moi, ça me paraissait fou parce que sur Internet, j'avais vu que des gens qui savaient faire des équilibres sur les mains. Donc moi, j'étais en mode, mais c'est bon, je suis disqualifiée, en fait. Mais pas du tout. Le but, c'est justement de t'enseigner, de montrer comment y arriver, de donner les astuces que tu connais, etc. Et je pense que dans le bien-être, il y a tellement de pratiques qui sont genrées déjà. Et quand on dit genré, on va beaucoup, beaucoup associer ça au sexe, aux organes génitaux, etc. On va beaucoup donner ah, machin, enfin, on met des vulves partout, des pénis partout. Et du coup, enfin, je sais pas, on a l'impression que le massage, c'est fait que pour les femmes blanches, minces, etc. Il y avait Maison Bergamote qui faisait pas mal de pédagogie là-dessus, en fait, sur le fait que, par exemple, masser une personne grosse, c'est pas si différent que de masser une personne mince. C'est juste qu'il faut que tu adaptes un petit peu le placement de tes mains ou des trucs comme ça, mais c'est pas hyper différent. Je sais pas si c'est quelque chose que toi, tu as ressenti dans ta pratique de massage, justement, ou s'il y a des efforts particuliers que tu fais pour mettre tout le monde à l'aise. Bah, pour moi, personnellement, je suis toujours à l'aise avec le corps des gens, quel qu'il soit, corps masculin, féminin, poilu, pas poilu, bourrelé, poids, pas poids, maigre, aussi avec des scolioses, des trucs comme ça. Tout est ok pour moi, franchement. Ce que j'ai observé, c'est qu'il y a des personnes qui sont moins à l'aise avec leur corps que d'autres. Il y a des personnes plus à l'aise, ça dépend. Après, au niveau des techniques de massage, comme tu l'as dit, ouais, globalement, c'est ça, en fait. Il y a des personnes plutôt, je dirais que, en fait, quand elles ont de l'obésité, là, pour moi, c'est différent, dans le sens où, quand même, je discute un peu avec elles avant. Mais quand je dis de l'obésité, c'est voilà, genre vraiment de l'obésité. C'est pas juste avoir des formes. Après, pour moi, c'est ma considération.
L'obésité, ça peut être pareil, une maladie de santé, genre quand on dépasse un poids, genre 250, un truc comme ça, kilos. En fait, il y a un risque cardiovasculaire, il y a des choses qui sont en jeu. Donc j'ai déjà massé des personnes comme ça. Et dans ce cas-là, bah, j'ai pris un moment pour discuter avec elles, pour savoir pourquoi elles venaient, qu'est-ce qu'elles recherchaient, pour savoir si elles avaient des problèmes justement cardiovasculaires sur le moment, parce qu'au massage, il faut faire attention à ça. On va commencer à jouer quand même sur la circulation sanguine, la circulation lymphatique. À part ça, non, j'ai pas senti de différence personnellement. Pour moi, les corps, bah, c'est pareil. C'est comme les visages, c'est comme les voix, c'est chacun son truc, quoi. Pour moi, effectivement, au niveau du yoga, je me rappelle il y a quelques années, c'était ça, hein, c'était c'était des femmes blanches avec un legging, mais en tout cas, c'était l'image que je me faisais. Ou alors, c'était des mecs super secs, super tracés de partout et tout. Moi, pour moi, le yoga, c'était ça, fallait faire des postures de ouf et tout. Et quand j'ai commencé ma pratique du yoga, j'ai découvert autre chose, effectivement. J'ai découvert que ça, c'était un peu, voilà, comme tu l'as dit, un produit un peu de consommation, un peu occidental, parce que, effectivement, ce que tu as dit au début, j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert ça aussi, que le yoga, c'était une philosophie, c'est pas juste le fait de faire des postures et de transpirer, c'est bien au-delà de ça et que je trouve très aligné avec le bien-être justement parce que ça explore beaucoup d'aspects, que ce soit le corps, que ce soit les émotions, que ce soit l'esprit, la spiritualité aussi, dans le sens de se connecter à quelque chose au-delà de soi-même. Et ouais, en vrai de vrai, quand on fait un bon cours de yoga en général, c'est qu'on a un peu de tout. Je fais des cours avec des dames âgées, j'ai fait des cours avec des gens de toute ethnie, voilà, avec la personne qui guidait le yoga, qui disait, voilà, genre, on va aller où on peut, il n'y a pas de pression. Moi, c'est ça pour moi, une bonne séance de yoga, c'est quand on entend la personne dire, voilà, genre, il n'y a pas... Il n'y a pas de pression en fait, on est là pour se sentir bien, c'est le plus important. Et ça, à chaque fois que je fais une séance de yoga comme ça, je sais que je suis au bon endroit. Donc moi j'ai peut-être une dernière question. Parce que je trouve que Gaël nous parle de bien-être avec les femmes blanches, etc. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Thibaut InShape est quand même le youtubeur le plus suivi et l'un des influenceurs français les plus suivis, tout milieu confondu en ce moment? Ah, c'est vrai que je me suis jamais posé la question maintenant qu'on dit ça, parce que lui par exemple, je le vois pas dans le bien-être personnellement, en tout cas tel que je perçois le bien-être. Pour moi, le bien-être, c'est un peu cet état de satisfaction où on se Ouais, sent mais bien. on parlait de prendre soin de son corps, etc. Il est vachement là-dedans, hein, c'est ce qu'il promeut vachement, hein. Bah, prendre, justement, c'est ce que j'allais dire, prendre soin de son corps, à mon sens, c'est pas forcément comme il le fait lui. Pour moi, prendre soin de son corps, c'est pas forcément être musclé, surveiller ce qu'on mange à je sais pas quel degré, faire des exercices de machin, se prendre en photo et tout. Dans ce sens-là, pour moi, c'est pas forcément ça. Au contraire, pour moi, ça peut être même un signe d'un truc qui va pas bien. Pas que je parle de lui, mais d'une façon générale. Par contre, pour moi, le bien-être, c'est juste se sentir bien, en fait, être dans un état de satisfaction dans son corps, dans son esprit. Pas dire être heureux tout le temps, ça veut pas dire sentir qu'on est capable de prendre une montagne dans les mains et de la soulever ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est juste être satisfait, être tranquille. Pouvoir dormir, manger, se sentir bien la majorité du temps quand on se regarde dans le miroir, et puis surtout ne pas faire des choses quand on se fait du mal, quand on se fait pas du mal, ne pas faire des choses qui nous font du mal. Donc moi, en vrai, je trouve que c'est qu'il soit l'influenceur le plus suivi et tout, je trouve que c'est même, en fait, dans le sens de ce qu'on a pu observer avec les femmes blanches sur leggings, justement, c'est dans le sens où, en fait, ils prennent quelque chose de très consommateur. Enfin, genre, pour moi, moi-même, je vais à la musculation et tout. Je sais pas comment dire, la musculation, c'est sympa, mais ça explore pas en profondeur ça fait pas forcément si bien que ça en fait. Sachant que dans la muscu, il y a beaucoup de performances, faut prendre des protéines, faut prendre de la créatine, faut prendre ça. Ça fait du mal aux reins. En plus de ça, le rapport au corps il est différent parce qu'on veut toujours être mieux, on n'est jamais satisfait. Et ça, dans les meilleurs des cas, on prend ça. Dans les pires des cas, bah, on commence à se shooter des astéroïdes ou je sais pas quoi. Je sais plus si c'est le mot, mais en tout cas. Stéroïde, pas astéroïde. Stéroïdes, ouais. Bizarre. Donc pour moi, Des astéroïdes. ça va dans ce sens-là. Ça va dans le sens en fait d'une image où pour se sentir bien, faut être dans une espèce de perfection imaginaire qui, pour moi, ne reflète pas la réalité.
Oui, c'est ça, en fait. Pour moi, Thibaut InShape, si c'est le premier, le plus suivi, c'est aussi parce qu'il incarne à fond le système. C'est-à-dire que Thibaut InShape, c'est le néolibéralisme du corps, c'est-à-dire qu'on pense qu'en comptant les calories, les protéines, le nombre de répétitions à la salle, etc., enfin, en fait, qu'on pense le corps comme une machine. Et en fait, ça revient à Descartes, vas-y, je me la pète. Enfin, c'est vraiment cette séparation corps-esprit. Où en fait l'esprit, son but, c'est d'organiser pour que le corps il soit optimisé. Bah, justement, ça peut être pour un statut social, pour une certaine vision de la santé qui va être hyper validiste. Et c'est très très marrant parce que en fait les influenceurs comme Thibaut InShape, souvent ils vont s'adresser à d'autres hommes, ils vont un peu promettre enfin, la félicité éternelle par le fait d'avoir une copine qui va adorer ses muscles, alors qu'en fait, souvent, les meufs, elles sont pas si... Enfin, elles veulent pas un gars super musclé, quoi. Elles veulent juste un mec qui les écoute et qui fasse, le bare minimum, le minimum syndical, en fait. Elles veulent pas, forcément que, en tout cas, 8 tablettes de chocolat bien dessinées. Et en fait, c'est vraiment Thibaut InShape, pour moi, il représente cette forme de néolibéralisme de la suprématie blanche sur le corps qui est très, très éloignée de la conception du bien-être, je pense qu'on partage avec Elias, et qui répond aussi à un certain male gaze, en fait, qui est une vision du corps, une vision de la performance du corps qui correspond, en fait, au goût des hommes, pas au goût des femmes ou des minorités de genre, ou même à son goût de soi pour soi. Donc voilà, moi je trouve ça assez cohérent en fait finalement. Complètement. En plus de ça, il y a cet aspect-là très intéressant en fait entre le fait d'aller mieux en guérissant des traumatismes et tout, et le fait de développer un peu. C'est ma psychologue qui avait ce mot-là parce que à chaque fois que je la voyais, après je partais faire ma séance de muscu justement. Elle m'avait dit en fait, ouais, c'est trop bien, écoute, tant que ça te fait du bien, mais elle m'a dit par contre, en fait, construire du muscle, c'est pas guérir ses traumas, quoi. C'est aussi simple que ça, hein. Genre se challenger son corps et aller au maximum, ça veut pas dire pour autant qu'on est tout puissant, ça reste un fantasme. Et puis construire un corps d'un guerrier, franchement, en étant dans une salle sombre, sans fenêtre, en train de tirer sur des machines, c'est pas très ouf, quoi. Genre, le concept est, je sais pas, quand je prends un peu de recul dessus, en vrai, je me rends compte que c'est inadapté même. Et ça me fait sourire. C'est un peu dystopique, ouais. Grosse dinguerie tout ce que vous avez dit. Franchement, merci. Malheureusement, l'épisode touche à sa fin, mais je trouve que c'est une très bonne note de fin. Est-ce que, avant de clôturer cette session, vous avez des recommandations, des actualités que vous voulez partager ou des associations que vous voulez mettre en lumière, des ressources, n'importe? Bah, moi, je mettrais en avant, bah, du coup, comme je l'ai dit plus tôt, la Fondation du Refuge, qui est assez sympa. Donc, si vous connaissez des jeunes LGBTQI+, qui n'ont pas d'endroit sûr, vous pouvez les réorienter là. Puis au niveau des autres recommandations, franchement, moi je dirais au sens large, que ce soit des psys, que ce soit des hypnothérapeutes, que ce soit des psychanalystes, whatever, franchement, quand on se sent mal, c'est pas... En fait, c'est pas figé. En parler, ça fait du bien. Et en parler avec des amis, c'est super, mais il y a aucun mal à avoir besoin de l'aide extérieure, et au contraire. C'est comme quand on est malade physiquement, on va chez le médecin. Enfin, j'espère, sinon on va mal avec le temps. Mais avec le mental et l'émotionnel, c'est pareil, on peut se permettre d'aller chercher de l'aide, quelle qu'elle soit, et ça fait du bien. Moi, je renverrai vers le collectif Tendresse Radicale, du coup, qui fait du soin par et pour les personnes militantes trans, PD, bigouines, au sens très large. Ouais, et puis si vous voulez suivre mes actualités, et notamment c'est ce banger qui va sortir sur l'alcool en octobre 2026, vous pouvez aller me voir sur Instagram. J'y suis pas souvent parce que je suis en mode détox. Mais c'est Imaginisme sur les réseaux. Et puis, prenez soin de vous. C'est plus compliqué que ça, évidemment, mais... Moi, je vous dis un énorme merci avant tout. Tout à l'heure, je rigolais en disant rien que t'écouter, ça va déjà mieux, mais
j'y repense et je le pense sincèrement. Et pareil pour toi, Gaël. C'est un très bel échange et je suis honorée d'avoir pu avoir ce temps d'échange. Et d'en plus, je le vois vraiment comme un cadeau qu'on partage. Voilà. Puissent vos paroles toucher tout ça. Le geste en dit, non, ouais. Merci de Merci. nous avoir reçus. Grave, merci beaucoup. Merci de vous être confié à notre micro. C'est la fin de ce 3e épisode de Queer Ground. Si vous avez des retours à nous faire, des conseils, des suggestions de sujets, n'hésitez pas. Partagez cet épisode si vous l'avez aimé. Et donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux queer-grounds sur Insta et sur YouTube. À très vite dans Queer Grounds!